Bonjour, vous l'avez vécu avec nous en direct sur RFI et France 24. C'était le 23 avril dernier. Thomas Pesquet décollait depuis le centre spatial Kennedy en Floride pour sa deuxième mission en orbite autour de la Terre. 6 mois à bord de la station spatiale internationale. La mission Alpha. Alors de quoi est fait son quotidien? Comment vit-on dans l'espace? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien vous saurez tout, puisque tous les mois, Thomas Pesquet va nous donner des nouvelles de là-haut. Un journal de bord en vidéo. Il va nous raconter ses journées à bord de l'ISS et nous, sur Terre, on va tâcher pendant ces 6 mois de vous expliquer comment elle fonctionne et à quoi elle sert. Et oui, la Station spatiale internationale qui, au moment où on enregistre cette émission, se trouve ici, au-dessus de l'océan Pacifique, en plein milieu. Deuxième séjour à bord de la station pour Thomas Pesquet, qui avait déjà passé 6 mois en 2016-2017. Alors l'ISS, c'est grand comme un terrain de football en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Ils sont 7 à bord en ce moment, et même si Thomas Pesquet est familier des lieux, en 5 ans, il y a eu quelques changements. C'est ce qu'il nous présente dans la première page de ce journal de bord. Ok, bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale pour France 24. Vous avez peut-être suivi ma première mission. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui à bord de la station? Il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'extérieur, à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Une des choses qui ont changé, c'est, je me trouve dans le laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne. Et vous voyez au-dessus de moi, maintenant on a une couchette. Il faut voir que derrière ces façades, il y a comme des immenses armoires et en fait il y a le volume d'une cabine téléphonique. Aujourd'hui on a plus de membres d'équipage à bord de la station, donc on a installé une couchette dans Columbus. Donc je travaille européen, je dormirai bientôt européen. Elle n'est pas encore tout à fait finie pour l'instant, elle nous sert de lieu de stockage, mais ça fait partie des choses qui ont changé. Et il y a de temps en temps des nouvelles expériences qui arrivent et parfois on remplace des armoires entières, y compris dans Columbus. Alors bienvenue dans le laboratoire japonais. Le GEM ou Kibo à bord de la station spatiale, c'est sans doute le module le plus grand. Et une nouveauté que je voulais vous montrer ici, c'est cet équipement ici, vous voyez, qui est encore une fois rangé dans les armoires, qui s'appelle LSG, Lab Science Glove Box. Et ça, c'est une enceinte complètement contenue dans laquelle on peut réaliser des expériences qu'il faut pas polluer, comme par exemple sur les cellules souches ou sur des petits animaux. Donc ça, c'est vraiment le centre nerveux de la science à bord de la station. On avait avant une glove box comme ça qui se trouvait dans le laboratoire américain. Maintenant, on en a 2. Celle-là est beaucoup plus grande et elle a vu beaucoup d'actions, beaucoup d'expériences pendant les semaines qui viennent de s'écouler. Ça va continuer comme ça pendant toute la mission. Ok, une autre nouveauté, ça se passe ici, c'est le module qu'on appelle le Node 3, le nœud numéro 3. Et c'est ici que se trouvent les toilettes de la station. On va non seulement installer des nouvelles toilettes qui sont celles qu'on utilisera pour les missions d'exploration, mais on a aussi amélioré, vous voyez, tous ces câbles et tous ces fils et tous ces conduits. Tout ça, c'est le retraitement de l'eau à bord de la station spatiale. On retraite l'eau, on arrive à 90%, un peu plus même de recyclage de l'eau. C'est important pour nous parce qu'on ne peut pas être ravitaillé depuis la Terre en permanence. Et c'est important évidemment pour la Terre, on peut appliquer ces technologies dans des endroits où l'eau potable est plus difficile d'accès. Donc aujourd'hui, grâce à ça, grâce à tous ces équipements compliqués, on peut arriver jusqu'à quasiment 95% de recyclage de l'eau. Et ça aussi, c'est nouveau, c'est amélioré depuis ma dernière mission. On se trouve maintenant dans le laboratoire américain, qu'on appelle le lab en général. C'est le cœur de la station. Ici, ce n'est pas une chose qui a changé, mais c'est une chose à laquelle on n'avait pas accès pendant ma première mission. Ça se trouve juste sous mes pieds. C'est une fenêtre d'observation. C'est la meilleure fenêtre qu'on ait à bord de la station spatiale. La cupola, c'est très bien pour les vues sur le côté, mais pour les vues verticales, c'est ici que ça se passe. Et pendant ma première mission, j'ai pu prendre aucune photo depuis ici, parce que malheureusement, cette fenêtre était bloquée, était prise par une expérience scientifique pendant 6 mois non-stop. Et aujourd'hui, elle est disponible pour nous. Et donc, on a beaucoup de plaisir à prendre des photos depuis ici. Vous allez voir, la vue est phénoménale. Voilà Thomas Pesquet à bord de sa nouvelle maison où ça a l'air mal rangé. La station spatiale, c'est un joyeux bazar, des câbles, des outils, mais pourtant tout est très bien organisé. Les astronautes savent exactement où se trouve chaque élément. Il faut quand même dire que l'ISS est bien rempli ces jours-ci. Habituellement, ils sont 6 à bord, mais pas en ce moment, ils sont 7. D'où cette nouvelle couchette que nous a présentée Thomas Pesquet, l'ISS qui a gagné un membre d'équipage, car il y a de nouveaux moyens désormais pour acheminer les astronautes vers l'espace. Et oui, Benoît, pendant près de 10 ans, seuls les Soyouz russes
assurer la desserte de la station et ils ne peuvent embarquer que 3 personnes. Il y avait donc 2 équipages montés par Soyouz à bord de l'ISS. Depuis plus d'1 an, un autre véhicule, américain cette fois, permet de faire le voyage, la capsule Crew Dragon de SpaceX, qui a de la place pour 4. C'est celle-ci qu'a emprunté Thomas Pesquet pour cette seconde mission, avec donc 3 coéquipiers. Un équipage de 7 personnes à bord de la station, c'est une bonne chose, malgré l'encombrement, car plus d'astronautes, ça veut dire plus de travail effectué, notamment pour les expériences scientifiques, car la science, c'est la raison d'être de tout ce projet, c'est elle qui occupe la majeure partie du temps de l'équipage, avec toutes les machines que nous a présentées Thomas Pesquet. Du travail, mais pas que. Heureusement, les astronautes ont tout de même un petit peu de temps libre les soirées et le dimanche, enfin pas si libre que ça, puisque c'est le moment où ils doivent répondre à toutes les sollicitations. Évidemment, elles sont nombreuses. Notamment celle des journalistes. Thomas Pesquet enregistre son journal de bord le week-end. Et il y a également tout le versant explication, sensibilisation, inspiration de sa mission, communiquer vers le grand public, notamment auprès des plus jeunes. Ça fait pleinement partie du cahier des charges d'un astronaute. Le reportage de nos confrères de France 3. Thomas Pesquet est quelque part par là, au-dessus de l'avion, au-delà du clocher. Et surtout, dans tous les esprits. 6 écoles et un collège ont envoyé leurs représentants pour parler à l'astronaute français. Déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'espace, il est célèbre, et puis c'est pas tous les jours qu'on peut l'entendre en direct. Depuis 1 an et demi, ils vivent l'espace par procuration. Thomas est dans toutes les matières. Grâce à cette expérience, ils ont aussi appris l'éloquence. On a appris aux enfants à bien parler rapidement, mais de façon intelligible, et à se mettre les uns derrière les autres pour que ça puisse s'enchaîner correctement. Bonjour Thomas, ici Eline. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un astronaute? Over. Et c'est parti pour le grand oral. 20 questions à Thomas Pesquet en 10 minutes, top chrono. Pas de chance, la caméra de l'ISS est en panne, mais il y a la voix de leur idole. Être dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. On peut voler, on peut faire plein de choses qui sont impossibles à faire sur Terre, donc on a envie de retrouver ces super pouvoirs. Over. Franchement, quand même, de se dire qu'il a choisi des enfants pour parler, c'est pas tous les jours qu'il a choisi des enfants seulement et pas des autres personnes. On a assez de chance quand même. Là, il est dans l'espace, donc je sais pas comment dire ça, c'est magique en fait. Derrière la liaison, il y a des passionnés de transmission, les radioamateurs. Les questions des enfants étaient envoyées par Internet à une station radioamateur italienne qui, avec des antennes directives, envoyait le signal radio sur la station IS. Ici Joss, si vous vous blessez ou faites un malaise dans l'espace, comment faites-vous? Over. Écoute, on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif. C'était impressionnant quand il m'a répondu, une sensation bizarre que j'avais pas eue auparavant. C'est gravé dans ma mémoire. Comme au spectacle, on applaudit pour dire merci. L'acteur est sur une drôle de scène à 400 km au-dessus de nos têtes. Voilà, être astronaute, c'est aussi être un bon pédagogue. Alors on le sait, l'espace est un univers hostile. Et le 12 mai dernier, cette réalité s'est rappelée un peu à tout le monde. Un débris spatial a endommagé la protection thermique du bras robotique Canadarm2, situé à l'avant du complexe orbital. Une photo a été prise des dommages. On voit ce trou laissé après l'impact. Cet incident sérieux et rare n'affecterait pas les missions actuelles de l'instrument. Ce bras robotique qui sert à déplacer des modules externes de l'ISS. Oui, et cet incident qui nous rappelle que depuis que l'homme explore l'espace, il laisse derrière lui des objets en tout genre, des gants, des vis, des outils de toute forme et de toute taille, des morceaux de fusée, de satellites. Plus de 23 000 objets en orbite terrestre dont la taille dépasse les 20 cm sont contrôlés en permanence par des radars depuis le sol. Et en dessous de cette taille, ils peuvent échapper au système de détection et endommager l'ISS et les autres satellites en croisant leur route. Quelle est la procédure à suivre en cas de menace de collision? C'est Thomas Pesquet qui nous l'explique. Quand on voit qu'il peut y avoir un conflit potentiel entre les trajectoires à -2, alors il y a plusieurs seuils d'alerte, mais à -2, on va dire 5 km de la station, nous on va déplacer notre orbite pour être sûr que le débris passera à plus de 5 km. Donc c'est pas non plus une collision de justesse où on a juste baissé la tête et il est passé juste au-dessus. Si c'est un débris qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas pu anticiper le conflit potentiel, la seule chose qui nous reste à faire, c'est trop tard pour faire bouger la station. On se met dans le Soyouz et puis on attend que le conflit soit résolu, pour que si jamais ça tape, évidemment, on soit le plus près possible de notre radeau de sauvetage.
Voilà, et avant de vous quitter, on va retourner voir où se trouve la station spatiale. L'émission a commencé il y a maintenant 12 minutes et dans ce laps de temps, l'ISS a parcouru 5600 km. Elle est maintenant en approche des côtes chiliennes, proche de la Terre de Feu. Et quant à nous, Benoît, on aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain avec un programme chargé d'ici là pour Thomas Pesquet, puisqu'il va notamment effectuer 2 sorties extravéhiculaires dans l'espace. L'astronaute de l'Agence spatiale européenne doit participer à la pose de nouveaux panneaux solaires. Ils viennent d'être acheminés vers la Station spatiale internationale à bord de la capsule cargo de SpaceX. C'est tout pour aujourd'hui. La mission Alpha, c'est bien sûr à suivre sur les antennes et les environnements numériques de France 24 et RFI. Et bien sûr, dans le ciel, il suffit de lever les yeux la nuit pour voir ce point blanc filant à toute vitesse traverser le ciel nocturne.